Cette vidéo n'était pas prévue. Bienvenue dans l'histoire de la mozzarella. Là on se pose en termes de sujet random. Pourtant l'histoire de ce fromage n'est pas anodine. Pas longue non plus, mais pas anodine. Il s'agit du fromage italien le plus consommé en France. Mais pas que, aussi en Europe. Comme entrée, sur une pizza, ou bien même dans une salade ou avec des tomates, on l'a tous mangé. Pourtant, est-ce que vous connaissez son origine? Ça je suis pas sûr. Si je vous demande là tout de suite, de quel animal vient-il? Vous allez me répondre quoi? La vache peut-être? Oui, bah en fait non. Ah oui, la chèvre? Eh ben non plus, même si c'est un fromage crémeux. La girafe? Non, là clairement je me fous de votre gueule. Même si à première vue dans un zoo de Bretagne, on a expérimenté le yaourt de girafe, mais pas encore de fromage. Du moins de mes recherches. Bah il manque quoi dans ce cas? La réponse D. Réponse D, toujours la réponse D. Toujours. Ah oui c'est ça, ouais. On parle souvent de mozzarella bufala, c'est un indice. Ce drôle d'animal est une bufflonne. C'est un animal marécageux qui habite dans les milieux humides. Du moins à l'état naturel. Une grande partie de cette espèce est utilisée pour faire du fromage, la mozzarella. En effet, encore de nombreux individus sont sauvages. Mais pourquoi cet animal en particulier? C'est très docile, c'est plus facile à nourrir, et puis le prix du lait est quand même beaucoup plus avantageux qu'un lait de vache. Ça dépend pour qui. On continue à vendre notre lait au même prix, alors qu'on paie tout plus cher qu'avant, tout ce qui sert à faire tourner l'exploitation. Si bien qu'on ne fait quasiment plus de marge. Ça dépend pour qui. On l'appelle aussi buffle d'eau, car depuis sa domestication en Chine il y a 6 à 7 000 ans, cet animal s'est retrouvé en Europe. Et plus précisément, comme on l'a dit en début de vidéo, en Italie. Représenté en grande majorité par deux espèces, le buffle des rivières et le buffle des marais, il s'agit du premier en grande majorité, 70% de la population, qui est utilisé pour le fromage, la bonne vieille mozzarella. Son homologue des marais n'est pas moins intéressant. Passant leur journée en apnée, il est dans cet état pour échapper aux parasites. Cette espèce est d'ailleurs bien plus consommée pour sa viande. Il n'y a pas que ça qui est étonnant. Il est à la fois grégaire et non grégaire. Je m'explique. Grégaire, ça veut simplement dire que l'animal vit en groupe. Et c'est le cas seulement pour les femelles. Composés de petits groupes avec une dominante, les mâles, eux, sont bien souvent solitaires, même s'ils créent des groupes entre eux rarement. Les femmes ont toujours été plus solidaires. Franchement, c'est une belle métaphore de la vie. Revenons à l'histoire de la mozzarella. Le buffle d'eau a été importé d'Inde. L'animal n'est pas du tout de la région italienne. On en retrouve des traces très anciennes dans le berceau grec, qui comprenait aussi l'Italie, avec de nombreuses cités grecques lors de l'Antiquité, sur tout le parcours méditerranéen, mais aussi dans le croissant du Levant. Alors ça non, ça c'est le croissant en levain. On parle aussi de croissant fertile. C'est dans cette région du monde partant de l'Égypte à la Mésopotamie que les premières écritures sont nées, du moins celles des langues indo-européennes. On parle quand même des civilisations partant de l'Inde à l'Europe. Donc, ce qui comprend les Celtes, les Perses, énormément de cultures. Donc cette région du monde appelée croissant du Levant, elle explique tout simplement le nom d'une des sous-espèces domestiques du buffle d'eau. On l'appelle le buffle du Levant. Et c'est celle-ci qu'on retrouve en Italie, et ça depuis longtemps. Le monastère de San Lorenzo proposait déjà aux voyageurs un fromage appelé mozza. Et ça dès le XIIe siècle. On le mangeait déjà avec du pain. Et mozzarella vient du mot mozzare, signifiant couper. Cela vient de la méthode de fabrication du fromage. Mais du coup, comment on fait? Non, parce que c'est vrai, là je me pose la question. C'est simple, déjà on commence par la filtration. Normal, il faut bien enlever les impuretés. Après on passe à l'étape du caillage. On le chauffe entre 35 et 38 degrés et on le pressurise afin de pouvoir séparer la caséine du lactosérum, utile pour plus tard. Puis cette pâte appelée caillée sera découpée. C'est cette étape-là qui donne le nom mozza. Plus les morceaux seront petits, plus le fromage sera sec. Oui, car il y a différents types de mozzarella. On retrouve évidemment la fameuse mozzarella di bufala. Elle est protégée par une appellation d'origine protégée. Ou aussi des buccini, qui sont en forme de bouchée. Il y a aussi les silighini, en forme de cerise, de perline, en perles, et nodini, en nœud. Et ce, sans compter les blocs à râper, ou les mozza à base de lait de vache. Mais là, c'est hors sujet. D'une part, car elle se conserve moins longtemps. Mais désolé, toi, je te vois assez dans ma Normandie natale. Les autres étapes vont aussi conditionner le type de fromage, comme la fermentation, filage de la pâte. C'est à ce moment-là qu'on le forme en boule,
ou dans d'autres formes comme on l'a vu précédemment. Et enfin le refroidissement, c'est aussi la saumure. On va plonger les boules de mozzarella dans de l'eau froide et de lactose et rhum. Le liquide visqueux dans lequel baigne la mozza, c'est ça. Du moins celle que vous retrouvez dans les supermarchés. D'ailleurs la mozzarella industrielle n'a rien à voir avec celle artisanale. Faite bien souvent d'ailleurs de lait de vache, elle n'a aucun goût par rapport à l'original. Des exemples de mozza qui changent de l'ordinaire? On peut retrouver de la mozzarella fumée, dit mozzarella affumicata, ou encore la burrata qui est fourrée à la crème. Alors le tourisme face à la mozzarella. Alors ne rigolez pas trop, c'est un véritable business. Et c'est clairement ce qui différencie les exploitations bio qui peuvent rapporter un max des petites exploitations qui sont dans la merde financièrement. Car une exploitation de mozzarella peut devenir un véritable site touristique. Alors il y a des anecdotes plus ou moins crédibles, comme le fait que certains fromagers disent pour rendre leur boule parfaite de mozzarella les embrasseraient. Il y a aussi des festivals de mozzarella un peu partout dans l'Italie du Sud, où on fait des soi-disant lancers de mozzarella. Pour moi c'est surtout pour attirer du gogo, mais je suis tombé sur cette séquence, qui est pour moi vachement intéressante. Tonio Palmieri a également été l'un des premiers de la région à installer une station de traite entièrement automatisée. Et pour couronner le tout, il fait écouter du Mozart à ses protégés pendant le repas. Ah non mais là j'ai absolument rien à rajouter. Remarque qu'il y a bien des plantes qui poussent mieux avec de la musique classique, donc bon, pourquoi pas. Oui, c'est une vraie expérience. Il y a même des scientifiques qui ont testé l'apaisement des musiques de Mozart, une de ses sonates pour être précis, sur des vaches. Non mais là on dirait presque une mauvaise blague. Buffles, vaches ou même humains, en fait la musique classique a un réel apaisement sur le cerveau. Du moins, ça a été prouvé scientifiquement sur les mammifères. La musique les détend. Elles préfèrent la musique classique, qui est plus calme en un sens. Et toujours la même, parce que quand on change, elle s'agite un peu. Ainsi, elles produisent plus de lait. Donc pour les producteurs, c'est à première vue réellement rentable. Même si les marais des buffles d'eau ont été asséchés, ils sont toujours là, à paître dans les prairies d'Italie, et plus précisément dans la région de Campanie. Enfin, au contraire de certains. C'est la poésie, n'est-ce pas? Même si certains s'en sortent et même font fortune, non, l'élevage n'est pas un métier sûr. La plupart sont dans la merde. Malgré les aides européennes, beaucoup d'agriculteurs vendent à perte. Il n'y a absolument rien d'enviable dans cette situation. Et je pense que le grand public oublie souvent une chose, c'est que le lait peut aussi être contaminé par les métaux lourds. Ça reste du lait maternel. Un agriculteur peut voir son travail détruit du jour au lendemain, soit parce que ses produits ne respectent pas les normes de sécurité et d'hygiène, de plus en plus difficiles à respecter parce que les marges sont de plus en plus courtes pour l'agriculteur, et ce sans compter les maladies qui peuvent entraîner tout l'abattage d'un cheptel. Les multiples grèves du monde rural montrent bien une déconnexion entre le monde politique et la France profonde. Les gens qui décident ça, ils sont jamais dans les champs, ils savent pas comment ça se passe. On nous interdit beaucoup de choses, au final, comment on pourra cultiver à l'avenir? L'ouverture au libre-échange avec l'Union européenne et le Canada, pour moi, n'arrangera rien à tout ça. Car déjà que les agriculteurs français doivent être en concurrence avec tout le reste de l'Europe, car à un moment il faut choisir. Choisir entre une agriculture biologique mais malheureusement souverainiste, ou continuer de voir nos agriculteurs crever la gueule ouverte. Mais bon, je pense que certains ont déjà choisi. Soit par manque de moyens, car je le comprends tout à fait, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des fruits et légumes biologiques, mais pour d'autres, on sait très bien ce qu'il en est. Cette crise du lait existe depuis maintenant 20 ans.